Depuis le 10 juillet 1936, l'Espagne est en guerre. Les militaires nationalistes du général Franco ont essayé de renverser la République du Front populaire. C'est une guerre civile. À Barcelone, c'est plus qu'une guerre. C'est la révolution. Les ouvriers ont pris le pouvoir. Il faut aller à Barcelone. Il faut participer aux grandes transformations de notre monde. Il faut s'engager pour défendre la République, la liberté, avec nos frères espagnols, et pour un monde meilleur. Mon père, l'idéaliste, l'anarcho-syndicaliste. Tu aurais pu rester à la maison avec nous trois, mais ton combat t'appelait comme le chant des sirènes. Ton idéologie était plus forte et plus impérieuse que nous trois, tes enfants. Ton idéal révolutionnaire anarcho-syndicaliste t'empêchait de voir la réalité et le désespoir de tes trois petits. Nous, tes trois enfants, nous étions les grands oubliés du monde que tu voulais sauver. Mon père et tous ces gens qui ont lutté pour la liberté et pour défendre leurs idéaux, je pense que c'était vraiment de grandes personnes, c'est des gens qu'on peut admirer. C'est vraiment, surtout qu'ils étaient très jeunes, papa avait 18 ans, je pense que c'est vraiment, ça fait preuve d'une grande maturité à cet âge-là de lutter pour défendre ses idéaux. Je trouve ça, c'est admirable. Les puissances nazies et fascistes étaient venues non seulement aider Franco à gagner la guerre, mais aussi à utiliser l'Espagne comme terrain d'essai pour tester l'efficacité de leurs armes dans le domaine militaire et psychologique. Ils ont été les premiers à utiliser le bombardement systématique des villes. Se habla de una guerra de ideas, pero en esta guerra no hay ninguna idea a debatir. En España hay una epidemia de locura. Estamos ante una ola de destrucción. No se oyen sino voces de odio a la inteligencia y de muerte. Esto es el suicidio moral de España. Un estúpido régimen de terror. Aquí se fusila sin formación de proceso. Se asesina sin causa. Y sí, son horribles las cosas que cuentan de las hordas llamadas rojas. Pero no hay nada peor que el maridaje de la mentalidad de cuartel con la de la sacristía. Porque el grosero catolicismo tradicionalista español apenas tiene nada de cristiano. La dictadura que se avecina va a ser la muerte de la libertad, de la dignidad del hombre. Pobre España. Pobre España. ¡Muera la inteligencia! ¡Viva la muerte! Venceréis porque tenéis la fuerza, pero no convenceréis porque os falta la razón. Oh, oui, maman. Tu nous l'as raconté déjà 100 fois. Ah bah moi on a parlé aux enfants de la guerre, on en parlait, sans parler, parce que moi, mes enfants, bon bah, vous savez, ça rentrait par une oreille et ça sortait par l'autre. Il faut l'avoir vécu.
Parce que pour eux, les jeunes, vous leur racontez ça quand ils étaient gamins. Et ce qu'on a vécu, ben, vous savez, c'est tout juste, ils en riaient pas. En se demandant s'ils n'avaient pas lu un film ou un bouquin. Ils savaient pourquoi on était là aussi, pourquoi vous avez passé la frontière pour les idées, pas parce qu'on a tué ni martyrisé personne, nous. Hein. Il y a beaucoup de choses que moi je ne peux pas dire que c'était vrai parce que je ne l'ai pas vécu. Mon grand-père était à droite, dans mon village. Je pense qu'ils étaient minoritaires. C'était un village plutôt à gauche, où il y avait beaucoup de communistes. Pour lui, la gauche, c'était le désordre. Mon grand-père n'était pas un homme politique, c'était un paysan. Il s'est considéré catholique. Mais il n'a rien fait dans un sens ni dans un autre. Et une fois qu'on l'a mis un fusil en face, un maquis dans le village, il lui a dit « Qu'est-ce que vous avez fait en arrière ?» Il n'avait rien fait, il a dit « Ils m'ont mis un fusil comme vous, dont j'ai 8 enfants, j'ai pensé à eux. J'ai dit, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? J'ai suivi les chemins qu'ils voulaient. Et maintenant, vous me mettez un fusil, je ferai ce que vous voulez. » Donc il y avait ce type de société aussi, qui a été silencieuse, mais qui ne partageait pas tout le temps nécessairement ni le caractère le plus sinistre de Franco et de son régime. Tout le contraire. Je pense que leur honnêteté nous a aidés aussi à nous dire nous n'avons rien à voir avec ces gens-là. Nous sommes je viens d'une région très pauvre et je n'ai rien à voir avec ce monde duquel ils parlent. Mon père, il était assez âgé pendant la guerre. Il a été appelé à l'armée presque à la fin de la guerre. Il a été envoyé au front de l'Ebro. Et là, il avait une bonne partie de sa famille était de l'autre côté. C'est comme beaucoup de familles qui étaient cassées. Hein? Il y avait le côté républicain, au côté national. Et mon père, je pense qu'il disait, c'est pas ma guerre, cette guerre est perdue, je pense. Il n'aimait pas en parler jamais, mais il nous a raconté qu'il a vu des scènes terribles. Il me racontait une défaite et des soldats qui ont retourné après 2 ou 3 jours avec des difficultés immenses. Et alors, on les a fusillés pour traîtres. Alors, il était très déçu. Alors, un jour, il était dans un poste avancé. Il a commencé à marcher. Simplement, il est arrivé au côté national, au côté de Franco. Pour moi, quand j'étais jeune à l'université, j'étais une jeune communiste. Et c'était très difficile d'accepter cette histoire. J'avais l'impression que mon père était un traître de droite. Mais après, j'ai compris très bien mon père, j'ai compris la complexité des phénomènes de la guerre, d'une guerre fratricide. Et j'ai accepté absolument ce passé de mon père. Et je me rappelle qu'un jour, il a dit « Ils ne sont pas les miens ». Seulement ça. Maintenant, je suis très orgueilleuse de mon père parce que je pensais il faut tous se rappeler qu'est-ce que c'est qu'une guerre civile. Il y a tous les noms de tous les gens qui sont fusillés. Donc il y a le nom de mon père. Ici, c'est le nom de mon père, Marciano Galafate Pinteño. À Trebujena, ils sont fusillés 105 ouvriers. Eh bien, un soir, les sirènes ont commencé à faire l'appel que les avions arrivaient, etc. Alors mon père, il a pris ma soeur et mon frère. Ils sont partis vers le refuge qu'on avait fait, pas loin de la maison. Et donc ma mère me dit, allez, mais attache-toi bien les espadrilles, moi j'avance et tu me rattrapes.
Bon, elle avait fait, je sais pas, 7 ou 8 mètres, et puis voilà, il y a la bombe qui est tombée là-bas à côté, puis la métraille l'a blessé complètement. Elle a touché le ventre. Qu'est-ce qui t'arrive? Et puis, tout à coup, elle parlait plus, elle n'avait plus de force de parler. Alors, des brancardiers sont arrivés là-bas, ils l'ont prise, et c'est la dernière fois que je l'ai vue, moi, ma mère. J'avais 10 ans, ma sœur, Maxi, avait 5 ans, mon frère, José, il avait 2 ans, tout juste, et mon père, il a continué la lutte. Alors, la dernière fois que j'ai vu mon père, c'est en 1938, quand il est venu avec mon frère, pour laisser mon frère là-bas. Et je ne l'ai plus revu, jusqu'en 1941. Jusqu'en 1941, je n'ai plus revu mon père. On n'a pas su s'il était mort, s'il était vivant, tout ça. Il y a ceux qui veulent continuer la révolution et ceux qui veulent l'arrêter. Je ne m'en rendais pas compte. Il y avait de grandes différences entre les partis politiques. Je pensais que nous étions tous socialistes et que l'on se battait pour la même cause. Je me trompais. En tant que milicien, je suis un soldat contre Franco, mais je suis aussi un pion dans cette gigantesque lutte que se livrent les deux théories politiques. Communistes et anarchistes. Les Républicains, c'était beaucoup de partis politiques différents. Il y avait les socialistes, il y avait les communistes, il y avait des anarchistes. Bon, il y avait des partis très forts. Alors évidemment, il y a eu en 1936, en février 1936, le Front populaire, donc une coalition de tous les partis républicains, dits républicains, à cette époque-là, qui se sont mis ensemble pour essayer donc de sauver la République. Mais on est dans une Espagne où il y avait deux camps. Il y avait le conservatisme, la tradition, et puis il y avait la modernité. Il fallait rentrer dans le XXe siècle. L'Espagne n'était pas rentrée économiquement encore dans le XXe siècle, comme avait pu rentrer l'Angleterre ou la France ou l'Allemagne. Et donc on était encore dans un pays où 70% étaient paysannes encore, hein, ou même illettrés. Et dans les deux sens du terme, c'était une guerre civile entre deux théories politiques, qu'elles soient franquistes ou républicaines, mais aussi une guerre civile dans le camp républicain. Puisque c'est vrai qu'ils se sont entretués, mais ils étaient complètement en désaccord hein, aussi sur plein d'idées politiques. Donc les cicatrices ne sont pas refermées en Espagne de cette guerre civile, dite guerre civile. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez difficile à vivre, encore aujourd'hui. Puis un autre, puis encore un autre. On continue à mener à bout de bras cette librairie parce que pour nous c'est le symbole d'une lutte, le symbole d'une histoire qu'on ne voudrait pas voir se terminer comme un vulgaire commerce ridicule qui s'en irait. On fait tous partie d'une énorme famille qui sommes tous, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, qu'on le reconnaisse même dans nos petits-enfants et nos enfants, marqués par une idéologie de la Seconde République espagnole. Pour moi c'est très très clair. Mes pas me mènent souvent à cette rue du centre de Toulouse, la rue du Thor. Je ne peux m'empêcher de pénétrer dans la cour de la Cinémathèque, autrefois Cinespoir le bien nommé. Ce territoire est celui des exilés espagnols, ni France ni Espagne, leur lieu. Ce livre, La mémoire à vif des exilés espagnols, se veut un vaste panorama de l'odyssée des républicains espagnols en faveur de la liberté, contre la dictature franquiste qui, rappelons-le, avait été soutenue par Hitler et Mussolini. Mais il veut aussi s'interroger sur comment la mémoire de l'histoire se transmet entre les générations. Et bien entendu, quand on part dans une quête comme ça de 5 années, on s'en trouve transformé soi-même. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de cette histoire court, quand on est de cette mouvance-là, l'histoire à la fois des républicains espagnols et aussi l'histoire personnelle. Tous les fils de réfugiés, je veux dire en grosse majorité, souffrent du même syndrome, c'est l'absence d'information de la part de leur père. Aucun père n'a parlé. Alors nous,
il nous reste un grand point d'interrogation. Pourquoi? Je crois que le pourquoi, on ne saura jamais. Pourquoi? Les uns disent parce que chacun cherche un pourquoi pour se rassurer. Pourquoi papa, il m'a pas raconté? Et mon papa, il n'a rien raconté du tout. Moi, c'est les autres qui me racontent ce qu'ils ont fait papa, j'en sais rien du tout. À moi, il m'a jamais rien raconté. Il m'a dit toujours, écarte-toi de la politique. Ne fais pas de politique. C'est la mort, ça. C'est terrible. C'est tout ce qui m'a transmis mon père. Mais je crois que c'est ça, le drame. Alors, il faudrait que tous les fils se rendent compte qu'il n'y a rien à faire, quoi, là. Quand j'ai posé la question à mon père, c'était presque à la fin de sa vie, et il m'a répondu, mais j'ai fait ce que je devais faire, et je n'ai pas à m'expliquer. C'est pas un secret, je pense que c'est des gens qui sont humbles, qui sont retrouvés face à une situation politique, qui étaient des militants, qui n'étaient pas des militants, mais qui pensaient qu'il fallait faire quelque chose et qui devaient le faire. Mais la majorité des gens qui se sont battus pendant la guerre d'Espagne, ce n'étaient pas des intellectuels. La preuve, ceux qui ont beaucoup fini dans les camps, ce n'étaient pas tellement les intellectuels. Parce qu'il faut être honnête aussi, tous les intellectuels étaient déjà partis. Et moi, et donc je comprends ce silence, parce qu'ils ne peuvent pas expliquer ce qu'ils ont fait. Pour eux, c'est un naturel, parce qu'ils ont une conscience de classe. J'ai écrit Dolores, une vie pour la liberté, qui est l'histoire de ma mère. Mais au-delà de l'histoire de ma mère, c'est l'histoire de celle de tous, et c'est comme ça qu'elle a été reçue. Hein. Et on dirait que ce livre a permis à ma voix de se dégager. À ce moment-là, beaucoup d'exilés espagnols m'ont dit « Bon, tu ne peux pas t'arrêter dans si bon chemin, il faut continuer, il faut que tu parles de nous, qui avons été un peu les oubliés de l'histoire. » Puis dans le dernier livre, La mémoire à vif, je m'interroge sur mon père. Par exemple, là, ce document qui est là, moi, un des chocs importants, c'est que sur une page qui est là, une page de nécrologie, mon père est mort en 1983, eh bien, j'en ai su davantage sur cette page qu'en 40 ans de vie commune, quoi. Je pense un beau poème qui est dans Dolores marque déjà comment le cheminement de mon père est souterrain. Et souterrain dans ma pensée, parce que, voilà, mais une des dernières histoires, c'est pourquoi il n'a pas dit. Mon père, lui, alors je ne lui en veux pas, parce qu'on ne peut pas juger les choses d'hier, on peut pas juger, parce qu'on ne sait pas trop, mais quand même, des fois, même si je ne l'en veux pas, je dis quelle erreur tu as commis, quelle erreur tu as commis. Et d'ailleurs, il en est mort de ça aussi, hein. Parce que quand je suis tombé prisonnier, moi que j'étais condamné à mort et tout ça, il a toujours pensé que c'était sa faute à lui. Il faut se mettre un peu à leur place à cette époque-là. Cette époque, ils avaient aussi cette illusion, ils allaient arranger le monde, ces gens-là. C'était le monde qu'ils allaient sauver. Et ils ne se rendaient pas compte que le monde est trop grand pour nous. C'était un idéaliste. Quand on a un certain âge, 18 ans, 17, 18 ans, eh bien c'est l'âge de toutes les révolutions. On est bon pour tout. Qu'on peut faire une chose ou une autre. C'est pas parce qu'on est jeune qu'on peut être révolutionnaire rouge. Quand on est jeune, on peut être révolutionnaire blanc aussi. Tout dépend du guide qu'on trouve. C'est ça, c'est le problème de la jeunesse. Españoles, salís de vuestra patria después de haber luchado contra el invasor, caminando por tierras extranjeras, mirando hacia la estrella de la liberación. Camaradas caídos en la lucha, que disteis vuestra sangre por la libertad, os juramos volver a nuestra España para vengar la afrenta de la humanidad. A ti, Franco, traidor, vil asesino de mujeres y niños del pueblo español, tú que abriste las puertas al fascismo, tendrás eternamente nuestra maldición. Quand la maman vous explique, ton papa n'a pas tué, ton papa n'a pas volé, ton papa est là parce qu'il a des idées, parce qu'il a des convictions. C'était quelque chose, ça représentait pour moi, c'était quelque chose. J'étais fière de mon papa et j'étais fière des hommes qui étaient avec mon papa. Mon père était républicain et il a adhéré au Parti communiste pendant la guerre.
de la même façon que mon père, qui n'est jamais allé à l'école et qui a commencé à travailler à l'âge de 5 ans, a appris à lire et à écrire pendant la guerre d'Espagne. Mon père était catholique, pas pratiquant, mais il fallait se marier à l'église, donc mes parents se sont mariés à l'église. Mais depuis la guerre d'Espagne, mon père disait, avec tout ce que j'ai vu, je ne suis plus catholique du tout. Ce que les républicains ne pardonnent pas à l'Église, c'est qu'elle s'est mise tout de suite du côté des fastueux, des puissants, comme d'habitude, et qui bénissait les avions, les tanks qui allaient bombarder les républicains. Ça passait pas, ça ne passait pas chez eux. À la maison, il y avait constamment du monde, que ce soit des républicains, que ce soit des brigadistes. Eh bien, dans leurs discussions, ils ne s'adressaient pas à moi, mais ils parlaient devant nous. Donc, il fallait être sourd pour ne pas entendre et ne pas voir ces visages, leurs larmes couler de rage, d'humiliation. C'est quelque chose, pour un enfant, c'est quelque chose qui marque. Nous avons vécu l'exil, nous avons été des apatrides. Ces hommes-là, cette génération-là, leur valeur de ces hommes coule dans nos veines. C'est la raison, c'est cette force-là que nous avons. J'ai eu mes grands-pères fusillés, j'ai eu des oncles fusillés, j'ai eu etc., etc. Mais ça, c'est une autre histoire. C'est pour ça que je vous fais un appel, surtout lutter pour la liberté. Parce que j'ai vécu quand même 14 ans avant de venir en France sous un régime fasciste, c'est-à-dire sous le régime de Franco. Je sais ce que c'est. Et je suis plein d'orgueil de voir ces hommes qui ont défendu la liberté aussi bien en Espagne qu'en France. Moi, je n'ai reçu que des coups de bâton jusqu'à ce que j'ai eu la chance, grâce à la Croix-Rouge internationale, de pouvoir venir rejoindre mon père qui avait, après la guerre, rejoint la ville d'Oran, en Algérie. Mais je ne sais pas si tu vas comprendre ça. Pour rentrer dans les tanks, c'était une armée d'élite. À l'époque, être communiste, c'était un laissez-passer. Parce que ça, tous les tanks, c'était Staline qui les envoyait. Ouais. J'ai essayé de faire des documentaires autour de la guerre d'Espagne. Ça n'intéressait personne, j'y arrivais pas. Et en 1996, c'était le 60e anniversaire de la guerre d'Espagne, et j'étais très frustrée d'avoir rien fait. Et comme mon père est né au mois d'août, mon fils aussi, et que l'un avait 80 ans et l'autre 10 ans, l'idée du film, c'est leur cadeau respectif. Parce que mon fils, on avait fait un petit voyage à Madrid et il m'avait proposé d'acheter une affiche tauromachique avec le nom de mon père. C'est pas celle qu'on a? Non, non, il y a la ténèbre. Et je lui dis, mais tu sais, alors là je lui ai raconté, tu sais, papy, il avait été torero, etc. Et de son côté, mon père, lui,
Il avait acheté un petit livre sur la déportation, et moi j'avais eu très peur, je lui ai dit je veux le lire avant que tu lui offres, parce que je voulais protéger, je voulais pas qu'il prenne tout en pleine poire comme moi je l'avais pris. Moi je me suis dit un jour, même si c'est quand il a 30 ans, il verra le film et il se rendra compte que c'est quand même un cadeau que je lui ai fait. L'uniforme de combat, c'était bien fait, c'est ça, non? Ouais. C'est important de transmettre. Si j'avais appris que mon père était un salaud de franquiste, j'aurais peut-être occulté et pas transmis. Hein? C'est parce que je pense que c'était quelque chose d'important dont je suis fière. Dont je suis fière. Même si, faut pas croire, hein, la transmission, c'est pas que du bien. Hein, on se trimballe des valises lourdes pour un voyage qu'on n'a pas fait, qu'on n'a pas envie de faire. Fils d'émigrés, fils de vaincus, donc de gens qui redémarrent dans un autre pays relativement pauvre, qui ne possèdent pas bien la langue. Il faut... Nous, notre père, on le voyait vivre pleinement son militantisme, mais on n'était pas dans l'évocation de la guerre. Lui, sa consigne, c'était « travaille à l'école ». Voilà. C'est par l'école que tu vas t'élever et que tu vas accéder à une culture, etc. En étant de culture, de langue française, on ne s'est jamais vraiment complètement installé dans cette vie française, dans cette société française. Il y avait toujours quelque chose qui faisait que, bon, ça coinçait un peu, quoi. Hein. Et donc, l'expression artistique, eh ben, finalement, ça permet d'exprimer ce trop-plein. Ce trop-plein qui est une sorte d'Espagne mythique, qui n'est ni l'Espagne réelle, qui est une Espagne racontée et non racontée. Enfin, un peu, voilà, hein, c'était l'an prochain en Espagne, quoi. Hein. Donc, une sorte de religion un peu, hein. Enfin bon, c'est peut-être un terme un peu exagéré, mais l'Espagne, c'était un horizon... Un horizon mythique, oui, c'est ça. Hein, voilà, et sans savoir réellement ce que c'était. Ouais. Et dans le fond, ben, c'est un chemin artistique qu'on a trouvé, hein, où on a pu s'exprimer. Le premier qui a vraiment fait acte de parole, c'est donc l'autre génération, mon fils, quand il est allé et qu'il a interrogé tous les frères. Avec ses 22, 23 ans, là, lui, il pouvait parler avec donc ses oncles, enfin mes oncles, et il a posé les questions que nous, on aurait dû, on aurait pu, et on n'a jamais fait. Dans tout ce qu'on a fait récemment, et qui a permis quand même symboliquement pour moi de boucler un peu cette histoire, c'est que c'est l'année dernière, Serge avait été invité comme sculpteur à présenter ses sculptures d'exil et il nous a invités et on a exposé avec lui, moi, de la peinture, sa fille peinture, son fils de la céramique, mon fils de la vidéo et l'autre de la peinture. Et puis après cette exposition, elle a été invitée au musée de l'exil à la Junquera, à la frontière espagnole. Et dans le camion, il y avait toute l'expo. Et quand on a passé chemin vers le sud, qu'on a traversé la frontière, avec les gamins derrière, c'est-à-dire avec leurs œuvres, nous, nos œuvres, pour moi, la guerre, elle a été finie, quoi, quelque part. On pouvait rentrer, pas comme des touristes, pas comme des exilés qui reviennent au pays, pas comme des, je sais pas quoi. On revenait avec avec ce qu'on avait pu construire et on amenait nos enfants avec. Il y a quelque chose qui est devenu plus harmonieux, quoi. Je vis en France depuis l'Exode. L'Espagne, pour moi, c'est presque du zéro. Je ne la connais pas. Ma vie, elle a toujours été en France. Et je n'y suis jamais retourné parce que je ne pouvais pas y aller sous le régime franquiste. Pour la bonne et simple raison que je ne m'étais pas présenté au service militaire à l'âge de le faire. Et je ne pouvais pas le faire. J'aurais eu l'impression de trahir non seulement mon père, mais tous ceux qui ont combattu contre le franquisme et le fascisme, bien sûr. Mon père, il est issu d'une famille pauvre, d'une famille d'ouvriers.
Et très jeune, à l'âge de 6 ans, il a déjà été domestique. C'est un homme qui s'est révolté très tôt, voyant les injustices qui existaient dans ce peuple-là. Voilà le pourquoi. Alors il s'est vite, sans hésitation, il s'est engagé. Il avait à l'époque 22 ans. Cette période qu'ont vécu nos parents, qu'a vécu ma jeunesse, elle ne s'efface pas de ma mémoire. Elle ne s'effacera jamais. Jamais. Je garderai mes idées et je garderai cette... je dirais pas haine, parce que c'est un grand mot, la haine. Mais il y a une certaine rancœur quand même. Ça, je ne l'oublierai pas. Ça, je l'emporterai dans ma tombe, ça. Parce que j'en ai trop souffert. Quand je suis parti à l'âge de 3 ans, je n'ai connu aucun parent, moi, en Espagne. À part mon père, ma mère et ma sœur. J'ai mis 60 ans à connaître 2 ou 3 cousins. Alors comment voulez-vous que j'accepte ce système-là? Moi, en tant que fils d'anarchiste, je ressens les mêmes idées que celles de mon père. Exactement la même chose. Mes cousins, quand je parle avec eux, je préfère couper court parce qu'on se disputerait. On ne sommes pas d'accord. Mes cousins, ils avaient mon âge à l'époque aussi, ils étaient jeunes. Eh bien, ils ont été élevés dans cette ambiance-là. Les républicains, c'était des rojos. Vous savez ce que c'est, les rojos? Voilà. Et nous sommes toujours les petits-enfants des rojos. Voilà. Ça veut tout dire. Moi, la meilleure retransmission, ça a été ce que j'ai entendu. Parce que, oui, les photos, c'est des témoins, bien entendu. Les livres, c'est des témoins. Mais la lecture est-elle toujours exacte? Bon, vous me direz ce qu'on vous raconte aussi, ça peut ne pas être exact. Mais je pense que si. Parce que ces hommes-là n'avaient pas envie de raconter des histoires, ils ont raconté ce qu'ils ont vécu. Il a 94 ans, et la mémoire s'efface aussi. Et quelquefois, on en parle, quand on se voit, on en parle. Mais il dévie. Il dévie. Je me suis abonné à CNT parce que mon père était abonné à Solidaridad Obrera. Alors pour ne pas recevoir les deux mêmes, lui recevait Solidaridad et moi je recevais CNT. À l'époque où je les recevais, ça me faisait vivre l'espoir de retourner là-bas, faire un changement de régime. Nous n'avons jamais perdu l'espoir d'aller combattre Franco. Les vrais républicains, ceux de l'époque, je veux dire, et nous les enfants, on a toujours gardé l'espoir. Moi je serais parti, je vous dis franchement, je serais parti. Alors quand je lisais ça, eh bien, je me disais peut-être c'est pour demain. Eh bien, ça n'a pas été comme ça. Il est mort dans son lit, bien tranquillement. Mais il est mort quand même. Je suis d'un petit village de Navarre, qui s'appelle Olazagutia, 300 habitants, pas plus. Et c'est un village qui a pas mal souffert pendant la guerre civile, puisque on peut dire que la moitié des habitants étaient contre l'autre moitié. Je suis née dans ce village où j'ai vécu jusqu'à l'âge de 13 ans. Après, nous sommes partis sur Pamplune. Et dans ces villages régnait une espèce de peur, on peut dire ça, de la part des gens perdants. Et mon père nous faisait un peu comprendre ça, que nous étions du côté des perdants. Il ne nous nommait pas les gens dangereux, mais par sa façon de vivre, la façon de nous orienter, on sentait qu'on était du côté des perdants, on va dire. Alors il mettait parfois des mots, mais c'était plus d'attitude que des mots. Mais il pouvait mettre des mots, notamment si les dimanches, on allait tous danser à la place du village. Si je dansais avec quelqu'un, il m'appelait, parce que les parents étaient présents, et il me disait « tu ne danses pas avec ces garçons-là ». Plus tard, à la maison, je lui disais « pourquoi tu me disais pas danser avec celui-là » Il me disait parce que c'est le fils d'un tueur.
Et tout ça, sans nous dire la raison, on comprenait qu'il y avait effectivement les deux clans. Ceux qui avaient perdu et donc qui étaient fautifs, ou ceux qui, avant même la guerre, parce qu'ils avaient des idées différentes de celles qui allaient être véhiculées par le franquisme, étaient des gens à abattre ou à faire disparaître. Ma mère, c'est positif, ma mère, donc s'il y a un rayon de soleil, il va le capter. Mais elle était écrasée dans ce qu'il aurait voulu être, faire, et n'a pas pu. Et mon père non plus. Mon père était complètement enfermé dans son passé des guerres. Donc je me suis dit très tôt qu'ils ne savaient même pas ce qu'ils auraient pu faire de nous. Et qui étaient tellement dépassés par le vécu du passé et du présent que nous n'étions pas guidés. Je considère que nous n'étions pas guidés dans la vie. Donc très vite, je compris qu'il fallait se nourrir ailleurs. Je compris que si je partais, peut-être, j'aurais de chance de faire de ma vie quelque chose. Tu feras de ta vie ce que tu pourras, mais ça dépendra que de toi. Et j'ai eu la chance, effectivement, de tomber sur des gens qui ont pris le relais au niveau de cette guidance que je n'ai pas eue. J'espère que les gens qui sont partis, les républicains qui ont pu s'exiler, ont gardé un lien et même entre eux un échange. Mais on ne vit pas la vraie réalité. On ne peut pas vivre la vraie réalité du pays qu'on a laissé. Donc la vie prend une autre forme et ce que l'on transmet certainement aussi. Il est difficile certainement de transmettre quelque chose qu'on ne perçoit pas autrement que par et à travers ses parents. L'avantage de ceux qui sont restés, ou les désavantages, mais enfin, il y a un avantage en tout cas, c'est celui de cheminer avec les gens qui ont été traumatisés et dans les contextes qui est le leur. Et ça, je trouve que c'est une grande force. Je pense que c'est plutôt un avantage pour comprendre. Ceci dit, ils ont pu sauver leur peau et peut-être faire avancer la démocratie à l'extérieur. C'est que nous était interdit à l'intérieur. Mais je trouvais que la transmission était particulière, était au niveau de l'affect, était au niveau, mais qu'ils ne vivaient pas les conséquences d'un pays tout entier qui a vécu ces passages de la démocratie à la dictature, ces conséquences d'être dans le mauvais ou dans le bon camp. Les résultats sont quand même traumatisants. Je me suis aperçue avec même émotion de la souffrance qu'ils pouvaient ressentir les enfants issus des réfugiés républicains par ce qui avait été transmis, la disparition d'un grand-père. Quelle émotion ils parlaient, eux qui n'avaient pas connu ces grands-pères, qui n'avaient pas senti ça autrement qu'à travers la famille. Ça m'a un peu troublée. Mais eux n'avaient pas été malmenés par l'environnement. Donc le résultat est différent. Et ça, c'est étonnant et intéressant à analyser. Aujourd'hui, enfin, depuis quelques années, on va dire depuis presque 10 ans, je suis responsable d'un site internet qui s'appelle Espagne au cœur. Bon, c'est un petit peu c'est un enfant donc, que j'ai mis au monde, aidé par d'autres bien sûr. On découvre que les archives, qui sont des musées un petit peu poussiéreux parfois et endormis, recèlent des trésors. Et ces trésors n'ont toujours pas été, disons, mis à jour. On est surpris parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de livres qui ont été écrits sur la question, beaucoup de films qui ont été réalisés, mais on découvre des choses étonnantes. Bien sûr, on découvre ces choses-là aussi dans l'histoire qu'on raconte nos parents, mais on se dit, bon, peut-être que c'est une histoire un petit peu particulière, mais en recherchant dans les archives comme on l'a fait, ou en élargissant, grâce à Internet par exemple, le champ de nos relations, on se rend compte que cette histoire-là n'est pas vraiment écrite. On a l'obligation, je dirais morale, de transmettre cette mémoire. Alors à la fois on en est fier parce que c'est quand même une histoire qui quand même, c'est une histoire de liberté, de gens qui aimaient la liberté, qui l'ont tellement aimé, trop aimé, qu'ils en ont souffert, ils en ont été victimes en fait, de cet amour excessif, raisonnablement excessif je dirais. Et donc on pense que le temps est venu de transmettre aussi, nous,
je dirais, aux générations qui suivent, cet héritage-là. Il y a eu beaucoup de pudeur, peut-être, chez nos parents, pour en faire état. Je pense qu'ils n'ont pas voulu nous catéchiser, ils n'ont pas cherché de manière, disons, très radicale, disons, à nous inculquer cette mémoire-là. On essaye aussi, ça c'est important, je crois que mes parents l'ont transmis, et parce que pendant longtemps, quand on discutait de la guerre d'Espagne dans les familles espagnoles, ça finissait en dispute parce qu'il y avait ceux qui avaient été anarchistes, ceux qui avaient été socialistes, ceux qui avaient été communistes, ceux qui ont fait la résistance, ceux qui ne l'ont pas faite, ceux qui ont été... Et là-dessus, notre chance à nous, je crois, quand on a, avec mon frère Henri, on s'est engagé dans ce travail de mémoire, c'est qu'on a trouvé, je pense, j'espère en tout cas, la tonalité pour pouvoir parler à tout le monde. On a envie de transmettre. Il y a un premier mouvement qui est de se dire qu'on doit transmettre à ses enfants, puisque c'est le but quand même, ça fait partie de l'éducation, enfin c'est mon sentiment spontané. Mais je crois que c'est beaucoup plus compliqué que ça en réalité, parce qu'après il faut choisir qu'est-ce qu'on va transmettre. Il y a des choses qu'on n'est pas capable de transmettre parce qu'elles ne sont pas claires dans notre propre, je crois, tête, dans notre propre âme, dans notre propre psychisme, et puis il y a des choses qu'on n'arrive pas à transmettre. Et parfois aussi, on échoue parce que les enfants ne reçoivent pas les choses comme nous souhaitons les transmettre, comme nous avons l'impression que nous les avons transmises. Dans la famille, très souvent, c'est les mères qui transmettent, parce qu'elles sont très longtemps avec les enfants, les femmes. Or, dans le cas des républicains espagnols, la mémoire de la guerre civile, c'est les pères qui ont voulu la transmettre. Le père, dans une famille, le père est un héros. Et la mémoire de la guerre civile espagnole est une mémoire très héroïque, très héroïsée, parce qu'il y a une geste héroïque de la guerre civile espagnole. C'est normal, hein, c'est des combattants. Quand on les écoute, quand on les voit, ils sont superbes. On est enthousiasmé par toutes les interviews de républicains espagnols en général. Et puis quand on voit ce qu'ils ont vécu, quand on voit l'enchaînement des guerres, donc ce sont des héros. Mais ce sont des héros qui ont perdu. Et la transmission à un enfant d'un père qui est vaincu, c'est pas évident à recevoir et à faire comme transmission. L'enfant, pour lui, c'est pas évident. Mon père est un vaincu. Il s'est battu, mais il a perdu. Et il a tout perdu en perdant. C'est-à-dire qu'il a dû partir, il a perdu son pays, il a perdu sa maison, il a perdu tout ça, il a perdu son métier. Bon. Et pour le père, c'est pas évident de transmettre cette idée que je me suis battu, je suis un héros, mais j'ai perdu. Et je pense que du coup, le fait de dire on a perdu à cause d'eux, ça sert à atténuer ce fait que le père est héros, mais un héros qui a perdu. C'est-à-dire de dire, oui, on a perdu, mais c'est à cause de tous les méchants qui se sont coalisés pour qu'on perde, en fait. Ah bon, bien sûr, c'est à cause de Franco en premier, mais c'est aussi à cause des divisions, donc c'est à cause de l'autre qui était dans le même camp, c'est à cause de la trahison de celui-ci, c'est à cause des démocraties qui nous ont lâchés. Donc, en fait, il y a une volonté, je pense que ça répond au besoin de préserver les pères. Et je pense que les enfants l'acceptent en partie parce qu'on a toujours besoin d'idéaliser son père un peu, quand même. C'est important. Les républicains espagnols se sont battus, ils ont fait une guerre de plusieurs années. Donc il faut qu'ils apportent à leurs enfants une justification de pourquoi ils ont perdu. Et peut-être qu'intimement ils le pensent, mais je pense qu'aussi ils savent que ça sert à leurs enfants. Et je pense que les enfants le reçoivent un peu comme ça aussi. Quand on était petit, on questionnait pas, je ne questionnais pas l'idéologie, ni les habitudes, ni les coutumes. On allait à l'église, on entendait parler des histoires de la guerre, on nous parlait des rouges, on le présentait comme un monde sinistre. Tandis que, naturellement, quand on grandit, qu'on devient d'abord un adolescent et après un jeune, on commence à voir la partie qui n'est pas vraisemblable, la partie un peu qu'on commence à questionner. À travers ça, on finit par démonter l'idéologie qu'on a héritée. Et j'aime toujours dire que moi, dans mon cas, je me suis donné une mémoire républicaine et je me suis donné la mémoire des autres. Por llanuras y montañas, guerrilleros libres van, los mejores luchadores del campo y de la ciudad, los mejores luchadores del campo y de la ciudad. Ni el dolor ni la miseria nos impedirán vencer, seguiremos adelante sin jamás retroceder.
Seguiremos adelante sin jamás retroceder. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Seguiremos adelante sin jamás retroceder. Las banderas de combate como mantos cubrirán. La historia pertenece más al historiador qu'al que ha vivido la historia, porque es distinto. L'historien est celui qui raconte ce qui s'est passé en se basant beaucoup sur ceux qui l'ont vécu. Mais celui qui l'a vécu meurt et s'en va avec ses souvenirs. C'est le danger qu'il y a avec cette histoire de la mémoire historique. C'est qu'avec le souvenir, maintes fois, il peut être manipulé et détourné par le même personnage. Nous avons réussi déjà à l'époque de Franco à assumer et à oublier tout ceci. Et l'histoire, nous l'avions assumée les uns et les autres. Et cette affaire de la mémoire historique dit « eux, ce sont les gentils et nous, les méchants ». Et ça, c'est contraire à toute logique, à la vérité et cohabitation démocratique civilisée. On vivait comme en plein cannibalisme. On assassinait, on volait, on attaquait. Il n'y avait aucune légalité. Maintenant, on commence à se rappeler, et moi, à la maison, je n'ai jamais évoqué l'histoire de mon oncle, assassiné par les socialistes principalement, qui, débordés par les circonstances, ne reconnaissaient pas la légalité de la République, alors que mon oncle la défendait. De même que Franco défendit la légalité de la République en 1936, parce qu'ils ne se soulevèrent pas contre la République, mais contre le Front populaire, qui était un gouvernement de type absolument révolutionnaire. On appelle dictateur. Il y a dictature et dictature. Il y a des dictatures bonnes. Napoléon fut un dictateur. Louis XIV, Henri IV, Jaurès, De Gaulle. Il y a eu beaucoup de dictateurs. Et il y en a eu d'autres qui sont néfastes. Les peuples se font par des hommes forts. Les nations également. Beaucoup de gens ne savent de Franco que ce qu'ils lisent dans les journaux et voient à la télévision. Dans 99% des cas, ils sont contre nous. Il y a une campagne terrible pour le dénigrer et le criminaliser. Ça fait à peu près 30 ans que l'histoire n'est plus enseignée. Je crois que c'est une bêtise. C'est lamentable. Pourquoi? Parce que, je ne sais pas, parce que tout ça est très idéologisé, très sectaire. Il y a beaucoup de peur et de haine. On dit qu'il n'y a pas de peur. En réalité, il y en a. Il y a comme une peur à affronter le passé. Le passé, probablement, ne profite pas à certains. Il y a eu en Espagne une loi de mémoire qui est très récente et où il y a un manque énorme, c'est que le régime franquiste a été déclaré illégitime. C'est largement insuffisant.
parce que toutes les décisions de ce régime restent en vigueur. Il aurait fallu le déclarer illégal, comme avait fait De Gaulle avec les décisions pétainistes. On est aujourd'hui en train d'exécuter les volontés testamentaires politiques d'un dictateur, qui un jour ou l'autre apparaîtra comme un génocidaire. Parce qu'on ne peut pas massacrer des dizaines de milliers de personnes en allant les chercher chez eux au retour de leur travail à la ferme ou à la campagne, les exécuter, les mettre dans des fosses communes, sans que ça n'apparaisse un jour comme un génocide. On est venu ici en tant que bénévole et donc on est en train de sortir ici des corps. Il y a une quarantaine de corps ici et on participe à ce chantier de fouille. Et pour moi c'est rendre justice à ces individus-là qui sont autour de moi. Le fait que des étrangers participent à des chantiers comme ça donne une dimension internationale à la chose. Et donc un écho supplémentaire. Ça vaut pour d'autres pays, d'autres histoires. On a ici des Chiliens par exemple, avec ce qui s'est passé avec Allende, Pinochet. Je pense que ça s'inscrit dans cette logique-là. Ce qui fait défaut aujourd'hui dans la société espagnole, comme hier dans la société française, c'est l'ignorance. Et notamment que des jeunes participent à des travaux comme ça, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas vécu ça, mais des choses qui nous ont été racontées. Moi, par mes grands-parents, j'ai eu un grand-père et un arrière-grand-père qui ont été emprisonnés dans les prisons franquistes, qui d'ailleurs en sortant de ces prisons-là sont morts directement, des mauvais traitements, des choses comme ça. Et moi quand je vais rentrer en France, je vais en parler à mes collègues, je vais leur expliquer ce que j'ai fait. Et effectivement, ouais, ça se transmet de génération en génération et de pays en pays. Voilà. Qu'est-ce qui peut déranger qu'une famille veuille trouver le cadavre de son ancêtre, de son père, grand-père? Qu'est-ce qu'il y a comme dérangement à faire ça? C'est simplement de chercher la vérité. Et donc cette vérité dérange, parce qu'elle a été aussi une vérité qui peut-être certains la trouvent dure à accepter, peut-être aussi. C'est pour ça qu'il y en a marre que nos pères et nos mères soient des bandits, soit des terroristes. Voilà. Qu'est-ce qu'on penserait si les résistants français, encore, comme certains ont la tentation, disaient qu'ils étaient des terroristes? Pour reconquérir la mémoire républicaine, doit rentrer dans la mémoire de l'Espagne. C'est pas des bandits, c'était eux. Voilà. Et donc pour moi, ça c'est extrêmement important, même si je le dis d'ici en France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le scandale des scandales, c'est qu'en Europe occidentale, Franco est le seul cas de dictateur d'une impunité. Voilà. Il n'y a rien eu en Espagne, il n'y a pas eu de commission de la vérité comme en Afrique du Sud, rien. Tous ces cadres, les petits-fils de ceux qui faisaient les discours de Franco, se sont retrouvés au pouvoir. Et bonjour, bonsoir. L'Espagne ne peut pas reconstituer sa mémoire parce que tout le temps, il y a un franquiste pour sortir pour dire « Los dos bandos, los dos bandos ». Attendez, los dos bandos, c'est bon. Pendant 40 ans, ils ont tout eu, tout, ce qui s'appelle tout. Je pense que les franquistes ont eu 70 ans pour parler et 40 ans dans les mains de Franco pour non seulement parler, mais pour réécrire, réinventer l'histoire. Donc je crois qu'il est temps de donner la parole aux autres. Les jeunes aujourd'hui ne connaissent pas assez l'histoire d'Espagne, qu'on ne leur enseigne pas assez l'histoire d'Espagne, que c'est un sujet encore très sensible et qui touche les gens dans leur chair, puisque certaines familles ont été divisées. Et c'est toujours difficile, mais je crois que l'Espagne doit le faire et qu'elle y arrivera, il n'y a aucune raison. Ils ont du mal. Ils ont du mal à assumer un certain nombre d'étapes qui sont nécessaires. Et sans doute, il y a beaucoup de résistance. Le statut de la Catalogne, la constitution catalane, disons, un article qui dit qu'il est un devoir du gouvernement et du pays de conserver la mémoire démocratique, la mémoire de ces gens qui ont lutté pour la démocratie.
pour ces oubliés de l'histoire, il y a une injustice. Ça, vraiment, moi, la grosse colère, certainement, qui motive aussi cette réappropriation de la mémoire historique du camp républicain, c'est la façon dont ils ont été traités, et après la guerre, comment ça a continué. Et donc, c'est là, maintenant, j'éclaire en moi ces deux notions, l'exil extérieur et l'exil intérieur, qui a été terrible. Les dictatures gagnent quand elles empêchent la chaîne de la mémoire de se continuer. Et ils ont failli, Franco a failli le réussir pour l'Espagne. La difficulté à l'Espagne à se rapproprier cette histoire du camp républicain vient de là, c'est-à-dire qu'ils avaient réussi pratiquement à couper la mémoire. Heureusement, il y a eu une espèce de feu follet, de retour de flamme de la mémoire des petits-enfants qui est en train quand même de changer la donne en Espagne. Voilà. Parce que la propagande avait masqué les choses. Très tôt, dès les années 60, dès l'essor du capitalisme, le franquisme a fait de l'Espagne paella, sol y vino, y toros. Et puis le reste, castagnettes. Et donc, sous les castagnettes, il y avait les cris des morts. Et ces cris des morts, les gens sont effarés quand on découvre qu'est-ce que ça a été. Et cette photo, ce sont le père et la mère d'un grand journaliste espagnol. Il y a quelques années, il est allé voir une exposition photographie et soudain, il s'est rendu compte que c'était sa mère. Lui, il ne connaissait pas cette photo, il ne savait pas exactement que son père était mort dans ces circonstances, ou surtout qu'il y avait des témoignages. Alors, il a vu le cadavre de son père, victime d'un bombardement.